Je vais juste vous présenter rapidement l'association. Donc en fait, c'est une association qui a été créée en 2021 par 3 familles confrontées au handicap de leur enfant. Donc avec des handicaps complètement différents, puisqu'on a un enfant TSA, un enfant déficient visuel avec retard de langage et une enfant avec trouble neurovisuel et handicap associé. Et du coup, avec des âges par contre assez similaires, entre 10 et 13 ans aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, bah, en fait, même si les handicaps sont différents, on rencontre les mêmes difficultés. Donc pourquoi pas se réunir et puis proposer aux familles bah, des choses qui nous ont aidés et qui pourraient aider également leurs enfants, et puis créer quelque chose ensemble pour avancer. Donc du coup, on propose des stages pluridisciplinaires avec des méthodes dites alternatives. Donc enfin, pour l'instant, on est sur du Feldenkrais, du Tomatis, des réflexes archaïques. Et au mois d'octobre, on lance notre premier stage Firestein. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est l'inclusion des personnes atypiques. Donc, on propose des activités dans ce sens. Depuis 1 an, on propose une formation à la langue des signes française. Donc, on a eu 33 personnes sur le premier cycle. Alors, ils n'ont pas tous fini parce que ça demande énormément d'implication de tous. Mais là, on lance cette année le deuxième cycle pour continuer. Et puis également, on recommence le premier cycle. Donc, il reste des places si vous êtes intéressés. Et puis, on fait des activités artistiques et sportives adaptées. Donc, comme par exemple du wakeboard adapté. On participe au trail. Enfin, voilà. On essaye de montrer que bah, voilà, tout le monde peut vivre ensemble. Et puis surtout, c'est que les personnes atypiques ont leur place dans les clubs sportifs et clubs artistiques. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site internet deondandescarrés.org. Et puis bien évidemment, bah, par mail, on peut répondre. Et on est sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc voilà, donc nous, on a découvert, on nous a parlé de la CNV et du coup, on a trouvé ça super intéressant et surtout que ça pouvait aider bah, les familles atypiques, mais pas que. Et surtout, ça peut aussi aider dans le couple parce que quand on a un enfant atypique, déjà un enfant, c'est pas simple, mais un enfant atypique, ça peut être plus compliqué et du coup, ça peut mettre un peu de tension dans le couple et avoir des clés pour mieux se parler, ça peut être une bonne chose. Donc, on a trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, voilà pourquoi on a demandé à Fabien s'il pouvait nous faire une conférence ce matin. Donc voilà, on a préparé un petit questionnaire pour connaître un petit peu vos envies, vos besoins suite à cette conférence. Donc on le diffusera à la fin de la conférence dans le chat. Et vraiment, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble au niveau de la CNV, quoi. Voilà, donc je laisse. Merci en tout cas d'être si nombreux ce matin. On ne s'attendait pas vraiment à autant de monde. Et voilà, et donc je laisse la parole à Fabien. Merci Camille. Alors bonjour à tous. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. C'est vrai qu'on est nombreux, donc je suis à la fois hyper content, hyper touché, et puis en même temps un petit peu. C'est la première fois que je fais une conférence comme ça en ligne. Donc d'habitude j'ai des gens en face de moi, et là c'est une première. Donc de me permettre de faire cette expérience. Euh, donc on va parler, le thème de la conférence c'est écouter pour mieux communiquer. Du coup, je pense que on voit assez facilement, comme ça intuitivement, le lien qu'il y a entre le fait d'écouter et le fait de communiquer. C'est un lien évident. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais aborder un petit peu les choses sous cet angle. Et donc, en m'appuyant sur les outils que Marshall Rosenberg a mis en place, qu'il a modélisés sous le nom de communication non violente. Du coup, Marshall Rosenberg, lui,
En fait, son but, c'était, il se disait, mais comment ça se fait que voilà, les gens, en partant du principe que l'homme, il est bon au départ, comment ça se fait que souvent, même dans les endroits où il y a le plus d'amour, c'est-à-dire avec nos enfants, avec nos conjoints, en fait, souvent les relations sont parfois aussi tragiques. Et, euh, et donc voilà, c'est à partir de là qu'il a commencé à essayer de voir bah, comment en fait on pouvait faire circuler, en tout cas mettre le moins d'obstacles possible à la circulation de cette énergie de vie, d'amour qui normalement devrait circuler entre nous et qu'il y a des fois, c'est pas le cas. Euh, voilà, donc communication non violente, c'est venu en fait d'une traduction du terme ahimsa qui a été développé par Gandhi. Et en fait, il y a pas vraiment de traduction euh, dans notre langue, c'est pour ça que c'est non violente. Alors c'est sûr que ce serait beaucoup plus inspirant si c'était un mot, une appellation où il n'y aurait pas de négation dedans, mais en fait ça n'existe pas. Donc non violente, non violence, ouais, comment le contraire de la violence, comment on pourrait appeler ça? Alors il y a des tentatives hein, de trouver des mots. C'est pour ça que de temps en temps on entend parler de communication bienveillante, de communication consciente, de communication vulnérable aussi. J'ai vu l'autre fois on cherche des mots pour essayer de voir comment en fait on peut communiquer avec cette manière qui soit voilà, au service de la vie au final. Du coup, pour parler un petit peu de ça, je vais commencer. J'avais envie de vous parler un peu de mon parcours et comment moi j'en suis arrivé bah, à me passionner pour ce sujet en fait. Euh, Ensuite, dans une deuxième partie, je vais parler plus de. Voilà, je vais vous présenter un peu vraiment la vision de la CNV, quelques outils, voilà, quelques clés, on va dire. Et puis, euh, et puis ensuite, eh ben, on pourra peut-être échanger. Moi, je vous parlerai aussi de ce que je peux proposer ce que j'ai comme proposition. Et puis, on pourra prendre un temps aussi de discussion, d'échange, de questions peut-être. euh, et voir comment ensuite on peut projeter, comme disait Camille, sur ben, voilà, des choses qui peuvent se mettre en place prochainement en fait. Et donc du coup, dans mon parcours, moi, au départ, je suis art thérapeute. J'ai travaillé pendant 6 ans dans différentes institutions. Je travaillais beaucoup auprès des personnes âgées qui entraient ou qui étaient déjà entrées des pathologies de démence. Pour certaines, elles n'avaient même plus accès au langage. Donc en fait, j'ai essayé de recréer comme ça du lien, une manière d'être en relation au-delà du langage, et ça en utilisant notamment la musique. Euh, Là, ça a duré 6 ans, et puis parallèlement à ça, j'étais aussi engagé dans un mouvement qui s'appelle le Service civil international. Et donc là, le but, c'était la promotion d'une culture de la paix, avec l'idée de comment on peut euh, voilà. La création en fait, de ce mouvement, c'était après la Première Guerre mondiale. En fait, il y a Pierre Cérézol, un monsieur qui avait suivi un peu les enseignements de Gandhi aussi. Euh, il s'est dit comment ça se fait que des jeunes peuvent aller avec autant d'élan voilà, à la guerre. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne pourraient pas avoir autant d'élan à aller aller construire la paix, on va dire. Et donc, il a mis en place c'était un chantier international à côté de Verdun, où il y avait des Allemands, des jeunes Français, des Belges, des Anglais, plusieurs jeunes de différentes nationalités, tu vois, à des nationalités qui s'étaient affrontées, avec l'idée de reconstruire l'école du village qui avait été détruit. Et c'est parti de ça, ça a été la première expérience, et ensuite, donc, ça a donné naissance à l'organisation de chantiers internationaux où en fait des gens de différentes cultures voilà, très différents venaient avec un but commun pour construire quelque chose. Et donc là, il fallait bien apprendre à se connaître, voir comment l'autre agit, etc. L'idée, c'était que au-delà des préjugés, quand on va vraiment rencontrer l'autre, et qu'on le rencontre de personne à personne, voilà, on peut construire des liens, etc.
Alors après, j'ai voulu expérimenter ça à ma manière, et donc je suis parti en voyage pendant 3 ans et demi autour du monde, avec un spectacle, avec un petit camion. On était deux. Et l'idée, c'était ça, c'était d'aller à la rencontre des gens de manière un peu en nous appuyant sur le hasard et, euh, et de voir si effectivement, même à l'autre bout du monde, alors qu'on ne parle pas la même langue, qu'on a une culture complètement différente, et ben, c'était possible de créer des liens. Ça a duré 3 ans et demi, c'était une expérience incroyable qu'on a partagée ensuite à travers un livre, à travers une expo photo, à travers voilà, plein d'ateliers qu'on a, qu'on a proposés, quoi. Voilà. Et bon, plus tard, en fait, j'ai voilà, vécu une épreuve importante parce que j'ai perdu ma compagne, avec qui justement j'avais fait ce voyage et avec qui j'avais aussi un fils. Donc je me suis retrouvé tout seul avec notre fils et donc voilà, dans l'épreuve, dans la douleur, à un moment donné, j'avais plus de ressources. Voilà, j'étais vraiment. Il y a un moment donné où il y a eu comme un effondrement. Et là, je me suis vu avec mon fils voilà, avoir des comportements qui me m'horrifiaient de paroles dures, de paroles culpabilisantes, de choses, voilà. Et en même temps, je voyais que j'avais pas du tout les ressources de faire autrement. Donc c'était un vrai déchirement, c'était une période vraiment difficile. Et à ce moment-là, là, mon amie de l'époque, elle m'a envoyé un soir une conférence, un lien vers une conférence de Thomas Danzambourg qui était justement sur l'écoute. Donc j'ai écouté cette conférence et, et voilà, ça parlait de l'écoute, des manières d'écouter, de toutes les habitudes qu'on peut avoir qui viennent faire obstacle à ça. Et, euh, et le lendemain matin, j'emmenais mon fils à l'école. Et sur la route, j'avais un petit camion aménagé. Et donc, il était en train de jouer à l'arrière. Et son jeu tombe de la table. C'est un Lego, ça s'éclate par terre. Donc, du coup, il commence à se mettre un peu en colère. Voilà. Et moi, je suis encore tout imprégné de ce que j'ai écouté la veille. Et donc, plutôt que d'agir comme d'habitude en disant «Oh, mais c'est pas grave» ou «Oh, je vais te le réparer ton jouet» ou «Oh, attends, on verra ça plus tard», etc. En fait, j'ai juste rien dit. Et puis, je l'ai laissé traverser en étant voilà, auprès de lui, en essayant juste de voir qu'est-ce qu'il ressentait, de me connecter à ce qu'il ressentait. Et donc, c'est monté très haut et très vite en intensité, mais c'est aussi redescendu très vite derrière. Et au moment où on arrive à l'école, je le dépose dans la classe et d'habitude on se fait un petit bisou comme ça. Et là, cette fois, il me serre dans ses bras hyper fort, hyper longtemps. Et là, ça m'a bouleversé, quoi. Je me suis dit, ah, c'est quoi ce truc qui s'est passé, quoi. Donc je suis rentré chez moi, je me suis mis sur mon ordinateur et j'ai regardé communication non violente, CNV, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, c'est quoi, machin. J'ai trouvé des formations et tac, je me suis inscrit et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en CNV. Euh, voilà, ça m'a permis vraiment de comprendre des choses au fur et à mesure des jours de formation et de retisser vraiment quelque chose de, de beau avec mon fils, avec bien sûr des hauts, des bas, comme partout, rien n'est parfait, mais en tout cas de me sentir dans quelque chose qui était en train de se tisser plutôt que quelque chose qui était en train de se déliter. Ouais, donc, depuis, ça c'était il y a 3-4 ans, et depuis, voilà, j'essaye de creuser ça, et ça m'a tellement apporté, ça a tellement changé des choses dans ma vie qu'aujourd'hui, j'ai envie de le partager, j'ai envie de le, de le diffuser. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, du coup, écouter. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment le point de départ. C'est là où, pour moi, il y a dans la relation à l'autre, on a un levier, quoi, la possibilité comment dire, d'initier quelque chose qui puisse transformer les relations. On ne peut pas attendre, bien sûr, de l'autre qui fasse les choses, puisque voilà, euh, donc qu'est-ce que nous on peut faire en fait quand il y a des relations comme ça qui sont difficiles, quand la communication elle est difficile.
avec nos enfants, avec nos conjoints, avec d'autres personnes, des proches. Souvent, je me rappelle, c'est souvent quand plus la relation est proche, il y a de l'amour, plus il y a plus en fait, des fois, les relations sont compliquées en fait. C'est ça qui est, euh, qui est terrible des fois. Du coup, je vois qu'il y a quelque chose au niveau du son. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok, super. Donc voilà, écouter, pour moi, c'est là où on peut avoir le pouvoir. C'est pour ça que cette euh, conférence s'appelle Écouter pour mieux communiquer, parce que c'est vraiment là où chacun va avoir la possibilité d'impulser quelque chose. J'ai regardé la définition là dans le dictionnaire. Donc, écouter, c'est dans le petit regard, je crois. S'appliquer à entendre, prêter son attention à. Ça, c'est la première définition. Puis la deuxième, c'est recevoir, accepter. Et pour moi, ces deux, ces deux définitions, elles sont parlantes parce que la première, donc s'appliquer à entendre, prêter son attention, c'est-à-dire que c'est quoi écouter en fait? Est-ce que quand on a l'impression d'écouter, on écoute vraiment? Je vous invite à vous poser cette question. Euh, Est-ce que si chacun là, on se remet même dans les quelques heures passées, dans la journée d'hier, et dans les interactions où on était avec les gens autour de nous, est-ce qu'on peut identifier vraiment des moments où on était vraiment, vraiment dans l'écoute? Et voilà. Pour moi, l'écoute, c'est vraiment apporter sa présence. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si on s'ouvre et à un moment donné, on offre une présence à l'autre, en fait. Une vraie présence. Ce que j'entends, voilà, pour s'appliquer à entendre, prêter son attention à. Et ensuite, recevoir, accepter, ça veut dire qu'en fait, dans l'écoute, il y a un accueil de l'autre tel qu'il est, en fait. Quand quelqu'un vient, un enfant vient nous parler et que voilà, nous exprime un peu par peut-être de la colère, par des choses très intenses, ce qu'il est en train de traverser, en général, il y a, il y a comme un mouvement qui fait qu'on réagit et qu'on va vouloir peut-être éteindre le feu enfin voilà, on va avoir, il y a comme un automatisme qui fait qu'on essaye parfois de réagir, alors que enfin, dans l'écoute, il y a cette notion d'accueillir ce qui est en fait. Alors c'est pas facile. Et justement là, des, comment dire, ces deux mouvements, je vois. Apporter sa présence et en même temps accueillir ce qui est. Alors c'est bien beau, c'est un peu théorique ce que je vous dis là, mais justement c'est là où la CNV elle apporte des clés de compréhension qui sont vraiment intéressantes. Du coup, dans cette idée de vraiment euh, apporter sa présence et accueillir, euh, bah déjà j'ai envie de dire comment on fait pour écouter. Euh, euh, la première chose peut-être c'est juste se mettre en présence et peut-être se taire. On pourrait essayer ça. Il y a le- dans voilà, les pratiques. Voilà, il y a l'écoute empathique, l'écoute silencieuse, où à un moment donné, on offre un espace comme ça où l'autre en face va pouvoir déposer tout ce qu'il a à déposer. Et là, le défi, c'est de pouvoir accueillir ça. On peut se donner un timing de 5 minutes, de 10 minutes, de plus, et juste sans, sans répondre, sans réagir. Il y a des fois on a envie de réagir, là, juste dire non, là, j'écoute silencieusement, j'accueille, je note que voilà, il y a des mouvements qui se créent en moi. Des fois, j'ai envie de réagir, de répondre du tac au tac. Mais là, voilà, je vais essayer d'apporter cette présence silencieuse, juste d'accueil. Euh, Moi, ça a vraiment été le point clé euh, de, de ce que j'ai vécu avec mon fils notamment, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est encore aujourd'hui, parce que c'est tellement, tellement challengeant que c'est pas quelque chose c'est vraiment quelque chose qui se travaille dans l'instant, parce que forcément, quand un enfant arrive avec toute son intensité de tristesse, de colère, de quoi que ce soit, ou un conjoint, ça nous déborde tellement que
qu'il y a quelque chose qui se joue en nous qui dit c'est trop là, tais-toi, je sais pas, ou je m'enfuis, ou voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment à un moment donné être prêt à se dire bon bah ok là je fais la cuisine, là j'ai des tâches, là je suis dans mes pensées, mais à un moment donné là il y a quelque chose qui s'offre et, et comment moi je peux offrir un espace d'accueil à ça dans les meilleures conditions possibles. Des fois c'est pas le moment parce que c'est pas possible et donc ça, ça peut être aidant de dire bon bah là je vois que voilà, parce que tu traverses une colère de malade ou il y a quelque chose qui va vraiment pas. Je peux pas t'écouter maintenant, mais si tu veux, dans 20 minutes, quand j'ai fini de préparer le repas, on se prend un moment et là, tu pourras vraiment tout me dire et je serai vraiment disponible à ce que tu vas avoir à me dire. Voilà. C'est- Essayer quand c'est pas possible, voilà, peut-être de différer, mais avec un rendez-vous. Avec l'idée que, en fait, quand il y a une colère, quand il y a une intensité qui nous est, qui est exprimée par la personne en face, en fait, quelque part, c'est comme un cadeau qui est fait, quoi. C'est comme si la personne, d'un seul coup, là, elle a quelque chose de vraiment d'intime, de vraiment important pour elle, de vraiment qui est grande intensité. Et là, en fait, elle a besoin de l'offrir à quelqu'un, là, parce que il y a besoin de cet accueil. Et, comment, en fait, on peut voilà, essayer de changer le regard en disant, ah ouais, ça, en fait, c'est un cadeau, c'est précieux. Et je suis pas en capacité de le recevoir maintenant, comment je peux le différer? Par exemple, là, ça frappe à ma porte, je sais que c'est mon fils. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, Amic, si tu veux. Ça marche. À tout à l'heure. Excusez-moi, mais voilà, comme mon fils, je suis tout seul avec lui, il est là, donc c'est important de pouvoir accueillir ces questions. Euh, voilà, donc là, c'est un petit peu une introduction pour vraiment, j'ai envie d'essayer de vous faire goûter à ça, en fait, à qu'est-ce que ça peut être l'écoute, en fait. Et comment, avec des petits... prendre la mesure de à quel point c'est important, en fait. Quand il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, ben, de pouvoir offrir cet espace. C'est vraiment un espace sacré. Alors, quand il y a, la personne elle a comme ça quelque chose à exprimer, forcément, il y a des choses qui vont encourager la communication, il y a des choses qui vont voilà, la freiner. Euh, j'ai- Souvent, les obstacles, en fait, c'est pas qu'on est des méchantes personnes, c'est surtout qu'on a grandi dans un contexte, on a été éduqué, on a, on a vécu des choses aussi. Et donc tout ça, ça fait qu'en fait, on a pris des habitudes qui deviennent même presque des automatismes parfois, et qui font que, voilà, en fait, c'est pas des choses qui facilitent la communication, c'est plutôt des freins. J'ai fait des petits papiers comme ça, et puis j'ai mis quelques exemples que je voudrais vous partager. Par exemple, voilà, essayez d'imaginer euh, un enfant, un conjoint qui arrive et puis qui vient livrer une situation, quelque chose qui est là et puis qui vraiment peut-être lui pèse ou ça peut être aussi même dans quelque chose de la joie, mais en tout cas voilà, qui lui fait ressentir quelque chose, une émotion là et puis qu'il a besoin de- il a envie de le partager. Et alors voilà, dans ces automatismes, par exemple, là j'en ai un, ramener à soi, parler de soi. Euh, voilà, il y a quelqu'un, imaginez vous racontez quelque chose qui vous a animé. Ah, hier, voilà, j'ai été, il s'est passé ça avec mes enfants, etc. Vous avez envie de partager ça, ou quelque chose de négatif. Et vous êtes en train de parler, de raconter votre histoire, et là, la personne en face, à un moment, elle dit, ah bah oui, c'est comme moi. Et puis hop, elle se met à parler de elle-même d'une situation, sûrement que à laquelle ça lui a fait penser.
Donc ça, c'est une habitude, par exemple, qu'on rencontre souvent et qui fait qu'en fait, ce qu'on avait envie d'offrir comme récit, comme cadeau, en fait, a été comme coupé. Il n'a pas pu être accueilli jusqu'au bout parce qu'en fait, la personne parle d'elle, nous, on parle de nous. Et donc là, l'idée vraiment de laisser aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne, des fois, on essaye de sauver, de trouver une solution. Avec les enfants, par exemple, l'enfant, il est tout retourné parce que voilà, il y a son jouet qui s'est défait. Et donc, à un moment donné, euh, moi, j'ai eu tendance très souvent à dire, ah bah attends, je vais te le réparer, ou ah attends, une solution se conseiller. Bien sûr, juger, critiquer, faire la morale, là, ça c'est aussi des choses qui vont venir. Et, euh, ouais. Est-ce que dans tous ces exemples-là, ça vous parle? Vous pouvez me mettre dans le chat, oui, oui, je me reconnais, ou j'ai déjà vécu ça, ou ça. Voilà, donc il y a toute une liste comme ça de choses qui, à un moment donné, viennent. Là, ça peut être aussi de la dérision, de la moquerie, euh, ça peut être de dramatiser, de surenchérir. On appelle ça aussi la sympathie. Euh, voilà, je vois effectivement très vite on cherche à solutionner. Ça, c'est sûr qu'il y a ça, quelque chose qui peut être très ancré. Il y a, Ça m'est arrivé plusieurs fois là même encore dernièrement à l'école de mon fils là où euh, une petite fille se fait mal et elle arrive en pleurant et puis à un moment donné elle exprime qu'elle s'est fait mal et puis elle peut exprimer ça. C'est juste accueilli par l'éducatrice, quoi. Et puis en fait ça m'a surpris en fait d'un seul coup elle s'est arrêtée de pleurer puis hop elle a couru puis elle est repartie jouer. Et, je suis resté assez je me suis dit, ah mais en fait là il y a juste eu un accueil, il y a juste je me suis fait mal, il y a besoin que ce soit dit. Euh, et une fois que ça a été accueilli, tac, elle est repartie Bien sûr, dans ce qui s'exprime, souvent, c'est des, c'est des besoins, en fait. Marshall Rosenberg, il le dit bien. En fait, quel que soit l'acte, quelle que soit la parole, en fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, en fait, est tentative. Parfois, c'est des tentatives tragiques, mais en tout cas, ce sont des tentatives de répondre à un besoin. Et bien souvent, le besoin, il a juste besoin d'être entendu. Et déjà, il n'a pas forcément besoin d'être solutionné, etc. Juste d'être entendu. Et déjà, ça amène le sentiment d'être entendu, en fait. Voilà pour les obstacles. Je vois que ça vous parle. Donc, il y a un texte que j'avais justement à propos de ça, que j'avais envie de vous partager. Je vais vous le lire. Ça s'appelle Présence. Et pour moi, ça parle vraiment voilà, cette qualité de présence qu'on peut offrir en rapport à l'autre et surtout dans l'écoute. Présence. Pourrais-tu rester là, à mes côtés et en silence? Pourrais-tu rester là, sans rien chercher à faire pour amoindrir ma souffrance, pour apaiser ma haine, pour raisonner mes peurs, pour consoler ma peine ou essuyer mes pleurs? Mais, simplement, ouvrir les bras à la réalité de la vie en moi, telle qu'elle se vit, juste en cet instant précis. J'aimerais tellement que tu te prêtes à l'expérience, de n'être qu'un pur espace de présence. Et juste une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, ne plus attendre de moi d'être autrement qu'exactement tel que je suis, maintenant, ici. Parfois, je me questionne et je me dis,
Douterais-tu de ma capacité à me relever? Lorsque tu fais tout ton possible pour me remettre sur pied, manquerais-tu à ce point de confiance quant à mes ressources, à mes facultés? N'as-tu toi-même jamais goûté à la puissance de l'accueil, de la bienveillance, au point que tu me bombardes de tes mots pour me réconforter et me faire voir la vie du bon côté? J'aimerais que tu comprennes que je suis assez fort ou assez forte pour traverser chacune des tempêtes dont je suis ébranlé, et que le plus beau cadeau et le plus grand soutien que tu ne puisses jamais m'apporter est simplement d'ouvrir le champ de ta conscience et de te connecter à ma beauté, à ma vulnérabilité, pour m'accompagner et m'aider à embrasser toutes les nuances que l'existence revêt au sein de mon humanité. C'est un texte d'une personne qui s'appelle Marie Clavel. Et, et qui me parle vraiment dans ce... Là, je vois une question là, comment savoir si la personne a juste besoin d'être écoutée ou si elle a besoin de réponses? Merci pour ce texte. Peux-tu nous partager? Oui, oui, je le partagerai. Euh, du coup, oui, comment savoir si la personne a juste besoin d'être écoutée? En fait, c'est une première étape sur laquelle nous, on peut agir. C'est encore ce que je disais tout à l'heure. Donc, déjà, c'est la première étape. Et ensuite, si la personne a besoin de quelque chose, on peut partir de la confiance qu'en fait, elle va pouvoir l'exprimer. Si on lui laisse cet espace, bien sûr. Apporter des réponses, est-ce que la réponse est finalement celle que la personne, celle que la personne a besoin de recevoir, en fait? Euh, voilà. Donc l'écoute, en fait, c'est vraiment pouvoir accueillir la personne comme elle est et en fait, ça le dit bien dans ce texte-là, lui laisser tout, enfin, lui offrir la confiance, en fait, qu'en fait, on sait qu'elle va pouvoir avoir les ressources pour trouver ses solutions, ses propres solutions. Après, si elle a besoin de soutien, si elle a besoin d'aide, on peut avoir la confiance aussi qu'elle va euh, le formuler. La réponse aussi, ça peut être une question. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que si je fais ça, et toujours sous forme interrogative, en laissant en fait à la personne, même à l'enfant, hein, la- euh, voilà, ça fait qu'il sait, lui ou elle, ce qui est bon pour elle ou pour lui. Ah, je suis ému par ce texte. Oui, pour moi, c'est vraiment un texte aussi qui m'émeut beaucoup et que je trouve tellement important. Alors, bien sûr, dans la vraie vie, euh, des fois, on reçoit des messages voilà, qui nous font réagir par automatisme et c'est bien beau ce texte sur la présence, c'est bien beau tout ce qu'on raconte, mais voilà, il y a aussi le vivant que nous on traverse et qui fait qu'à un moment donné, on peut aussi ne pas être disponible ou réagir ça. Et là, du coup, Marshall Rosenberg, là, il nous donne aussi des clés en essayant de voir, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe en nous, en fait, quand justement on reçoit un message qui peut être stimulant, qui peut être voilà, challengeant, qui peut venir nous bousculer. Euh, on peut se sentir des fois dépassé, même agressé, même ça. Ça, en fait, il parle des quatre manières euh, qu'on peut avoir de recevoir un message comme ça. Euh, dans ces quatre manières, en fait, il y a des manières qui sont, on va dire, automatiques. C'est pas qu'elles sont naturelles, c'est juste qu'on a pris des habitudes. Euh, on a pris des habitudes de par, encore une fois, nos conditionnements, notre éducation, peut-être comment dire, les choses difficiles qu'on a traversées dans notre vie.
Mais en tout cas, voilà, donc imaginons que là, on reçoit une phrase, vous pouvez imaginer une phrase là qu'on vous dit, donc peut-être même en plus, c'est des phrases qui se répètent dans le cadre de la famille, et qui à un moment donné, quand vous recevez ça, là, c'est genre, il y a tout qui se met en alerte, on est prêt à sortir les crocs, ou au contraire, ça nous désole et c'est une espèce de plongeon dans des espèces de choses abyssales. Euh, je ne sais pas si vous pouvez vous relier comme ça à une situation. Euh, donc, dans les réactions automatiques, souvent quand il y a quelque chose comme ça qui vient nous impacter, on va avoir tendance à réagir euh, contre l'autre. Il va voilà, donner une énergie plutôt de colère, d'agressivité, voire même de violence. Voilà, d'un seul coup, il y a un jugement contre l'autre, il y a lui donne tort, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. On arrive comme ça dans quelque chose qui est d'ordre de la joute, du combat, du conflit. Euh, voilà. Ce qu'on vit en nous, en fait, on le remet dans les bras de l'autre. Donc ça, en général, quand il y a des réponses comme ça contre l'autre, si l'autre est dans la même énergie, en fait, on peut arriver à une escalade, en fait. Une escalade qui fait que la violence augmente, que l'intensité augmente, que la dureté des mots qui sont utilisés augmente et que parfois on en arrive à dire des choses qui regrettent ensuite. Une autre manière de réagir comme ça à un stimulus qui vient nous impacter, c'est à l'inverse. Au lieu de le renvoyer contre l'autre, on va se le renvoyer contre soi. Là, on va commencer à se juger soi, à prendre le message contre moi. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû faire ça. Oh là là, je suis nul. Oh là là, qu'est-ce que je suis pas un bon père. Et là, en fait, on va commencer à descendre en fait, dans les phases là, de culpabilité. Et puis si ça va plus loin, on va commencer à rentrer peut-être dans même de la honte ou même de la dépression. En fait, ça vient de nous, une énergie qui vient de nous. Là, encore une fois, on donne le pouvoir à l'autre, en fait. Et nous, on passe. Alors des fois, dans la dynamique, hein, on n'est pas seulement contre l'autre ou contre moi. Souvent, il y a une circulation, quoi. Par exemple, pour moi, quand je reçois un message comme ça, je vais peut-être avoir, dans un premier temps, ouais, une réaction contre l'autre, à vouloir réagir et lui montrer qu'en fait, c'est lui qui a tort, quoi. Et puis, dans un second temps, peut-être ça va se retourner contre moi. Et puis là, je vais me dire, ah non, mais en fait, c'est moi qui déconne. C'est pas figé, en tout cas. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que. Et ça, donc voilà, c'est quand on met pas quand on n'a pas conscience de ce qui se vit en nous, en fait, on peut rester dans un schéma comme ça qui fait qu'en fait, on passe d'une énergie contre l'autre, contre moi, voilà, et on aboutit vraiment soit à une escalade, soit au contraire à une espèce de cas qui nous amène vers la dépression, en fait. Et ce qu'il nous dit, Marshall Rosenberg, c'est qu'en fait, on a aussi le choix de faire autrement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, le choix, en fait, justement, c'est l'écoute. C'est qu'à un moment donné, quand il se passe quelque chose comme ça, en fait, ben, soit on reste dans la réaction, soit à un moment donné, on arrive à amener de l'écoute. Et la première écoute à pouvoir amener, en fait, c'est de l'écoute de soi, en fait. Et waouh, qu'est-ce qui se passe là? Mon enfant, là, il est dans une colère noire, là, il est au milieu du magasin, il se roule dans tous les sens, il hurle. Euh, voilà. Et là, en fait, on pourrait aller plus loin par la suite. On va parler d'auto-empathie en, en CNB, mais c'est vraiment cette idée, c'est waouh, là il se passe un truc qui vient de me chambouler. Qu'est-ce qui se passe en moi en fait? Voilà. En fait, là, en fait, déjà j'ai hyper honte parce que ça se passe au milieu de tout le monde là. Donc moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi?
Euh, Ensuite, j'aimerais tellement vivre quelque chose de fluide, d'être dans la coopération, dans de la joie et tout. Et puis là, je vois qu'en fait, j'arrive pas à faire ça, donc ça me rend hyper triste. Enfin, alors, bien sûr, on va pas, dans la situation, on va pas se mettre là pendant 10 minutes à se dire tout ce qui se passe en moi, mais en fait, c'est vraiment une sorte de petite habitude, quoi, de se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe là, pour moi. Et à partir du moment où on a pu s'apporter cette écoute-là, et puis faire retomber un peu la pression, là, on va pouvoir, du coup, garder enfin, euh, gagner de l'espace, en fait, en soi, pour pouvoir justement aller accueillir l'autre. Si en fait, on est chargé de honte du regard des gens, qu'on est hyper en colère parce que c'est pas ça qu'on a envie de vivre, et que ça déborde comme ça, en fait, ça sert à rien d'aller voir l'enfant parce que comment dire, il y a il y a ce qu'il dit, Marshall Rosenberg, il avait dit ventre assoiffé d'empathie n'a pas d'oreille. Euh, si la coupe est pleine, en fait, la coupe est pleine, on ne peut pas remplir plus, en fait. Donc, comment, en fait, on arrive, soi avec soi, à vider un peu la coupe pour gagner un peu de disponibilité pour pouvoir accueillir un petit peu du contenu de l'autre, en fait. Donc, voilà, là, c'est vraiment ce mouvement vers soi, en fait. Et moi, ça a été vraiment, quand j'ai découvert la CNV, là, ça a été vraiment finalement le deuxième shift, quoi. Le premier, c'est ah ouais, l'écoute. Ah, si j'écoute l'autre, waouh. Si j'arrive à créer cet espace, d'un seul coup, ça. Puis d'un seul coup, je me dis ah ouais, mais en fait, pour pouvoir créer cet espace, en fait, ah ouais, mais en fait, il faut que je m'offre ça aussi à moi-même, en fait. Et donc, ah ouais, mais en fait, moi aussi, je vis des émotions, en fait. Ah ouais, moi aussi, il faut que je les accueille, mes émotions, hein. Ah, puis derrière, ça veut dire que si j'ai des émotions, c'est que aussi, moi, j'ai des besoins. Et, et en fait, de vouloir en fait, apporter une solution à l'autre, en fait, d'un seul coup, ça m'a conduit à plonger en fait en ce qui se passait en moi-même, en fait. Voilà, vraiment cette idée-là d'auto-empathie. Enfin, quand je vis ça là, quand il se passe ça là, qu'est-ce que ça me fait en fait? Et si ça me fait ça, ben, ça veut dire que derrière, ben, j'ai ce qu'on appelle des besoins en CNV, c'est que ben, voilà, il y a des choses que j'ai envie de vivre, et j'ai des aspirations, j'ai des mouvements de vie qui sont là, et dans cette situation-là, ils sont complètement bloqués comme ça, donc ça me fait ressentir voilà, quelque chose de désagréable, d'intense. Encore une fois, c'est aussi une petite clé de Marshall Rosenberg, c'est en fait en parlant des besoins là, euh, en fait notre corps est comme un baromètre là, de on nourrit ou pas en fait nos besoins. Quand on se sent joyeux, quand on se sent voilà, avec de l'élan, de l'enthousiasme, etc., en général, c'est que bah, en fait, les besoins qui se manifestent dans l'instant là, sont plutôt, voilà, si là c'est le plus, sont plutôt nourris. Quoi. Si à un moment donné on a envie de la colère ou de la crispation ou l'envie du bouillonnement, des choses comme ça, c'est plutôt que là, en fait, il y a un besoin qui s'exprime et qui est plutôt pas nourri et qui, en fait, qui cherche tout simplement à s'exprimer et à se faire voir pour qu'on puisse voilà, changer les choses, en fait. Et donc, c'est à partir du moment où on a gagné cet espace en nous que là, en fait, on va pouvoir, voilà, la quatrième manière de recevoir un message, c'est si on a l'élan, c'est d'aller vers l'autre et de lui offrir de l'écoute et de l'empathie en essayant de, voilà, alors, des fois, ça peut pas être sur le moment. Des fois, si c'est sur le moment, ça a été maladroit, on peut y revenir. Écoute, quand tu t'es roulé dans le magasin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en revenant comme ça, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, en fait, on va se rendre compte bien souvent que
qui a déclenché ce qui a déclenché la crise, on va dire, ou la situation désagréable, là, la situation de tension, en fait, c'est pas forcément la cause de ce qui se vit, en fait. Des fois, on parle de la petite goutte qui fait déborder le vase, ou en fait, c'est non, ça on fait la distinction entre bah, ce qui a déclenché la situation, ce qui a déclenché l'état, et puis en fait la cause derrière. Et quand effectivement la coupe est pleine, ben, des fois il suffit d'un tout petit truc. On a vécu une journée horrible au boulot, on s'est fait, voilà, on a ramé toute la journée. On sort du boulot, on rentre à la maison, et là, ouah, c'est le why, et d'un seul coup, pas d'espace du tout, et là, mon fils, il vient me dire un truc où là, j'ai pas du tout d'espace, et là, par exemple, je vais avoir une colère qui va, enfin, des mots, une colère qui va éclater, et en fait, mon fils, là, il n'a rien à voir avec ça, en fait. Et c'est ça qui est tragique, en fait, c'est que souvent, avec les personnes qu'on aime, des fois, on, on arrive à être plus authentique, même avec toute la maladresse et tout ce qu'on a réussi à contenir dans un endroit parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a la société, parce que ça se fait pas, parce que tout ça, à un moment donné, dans un espace intime où il n'y a pas tout ça, ben, ça peut exploser avec moins de conscience, moins de barrières, moins de tout ça, en fait. D'où l'importance, en fait, voilà, de prendre conscience de tous ces mécanismes pour apaiser, en fait. Donc voilà, en fait, si on revient à notre thème de l'écoute, en fait, voilà, ce que j'essaie pour résumer, on va dire, c'est d'abord bah, se rendre compte de l'importance de l'écoute de l'autre en se disant, ben voilà, c'est un espace sacré où moi, j'offre toute ma présence et en même temps, j'accueille l'autre dans tout ce qu'il traverse, dans tout ce qu'il est tel qu'il est. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, ben, ça demande quand même des ressources et une disponibilité. Et donc, pour pouvoir avoir ces ressources et cette disponibilité, bah, c'est important que moi-même, en fait, je puisse m'offrir ça, en fait, cet espace d'écoute et de compréhension de moi-même, pour gagner de l'espace de disponibilité, en fait. Je suis complètement stimulé, si je suis complètement en colère, en fait, je ne peux pas écouter l'autre. Donc, il y a un moment donné besoin de dire, bon, attends, là, je sens que je n'ai pas les ressources, je suis pas du tout, je peux pas là. Donc, je vais prendre 5 minutes, je vais aller crier dehors, et dans 5 minutes, promis, je viens t'écouter, quoi. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce qu'il y a des questions peut-être? N'hésitez pas à mettre dans le chat. En fait, on parle un petit peu de ça. Je vais vous introduire justement la partie. Voilà. Il y a deux personnages qui reviennent souvent. Sûrement vous les avez déjà entendus, vous les avez déjà rencontrés, vus, eu écho. C'est voilà, petit personnage comme ça, là, une petite marionnette, avec Monsieur Chacal et Madame Girafe. Donc, ils représentent un peu, on va dire, Monsieur Chacal, il représente un peu ce que je vous ai parlé tout à l'heure dans les manières de recevoir un message, là, dans tout ce qui est un petit peu automatique, en fait. Voilà. Le Chacal, il est très connecté à ce qu'il ressent, au mouvement intérieur, mais en fait, il n'a aucune compétence pour lire ce qui se passe. Donc, il réagit au quart de tour à ce qui se passe. Euh, voilà. La girafe, elle a une conscience de ce qui se passe et tout, donc voilà, elle va pouvoir à un moment donné trouver, trouver comment dire, les ressources pour voilà, pouvoir en fait, retrouver du pouvoir de transformer les choses quand elles sont pas, elles se vivent pas comme on va se vivre. Et bien souvent, en fait, on oppose les deux, les chacals contre girafe. Et en fait, moi, ce qui me paraît hyper important, c'est que en fait, c'est un peu comme si les deux en fait, sont importants. On peut pas
En fait, si on voulait être que girafe, à un moment donné, on arrive à des situations qui se voient des fois, et c'est un peu un écueil en CNV, c'est ben, en fait, je me coupe de tout ce que je ressens, et moi je suis là, non, je ne ressens rien, non, moi je suis au-dessus de tout ça, non, moi je fais de la CNV, et donc voilà, j'ai parlé CNV et tout. Et en fait, on n'est pas du tout connecté à l'intérieur, quelque chose qui bouillonne, qui crie, qui machin, puis hop, c'est coupé. En fait, ce qui est dans le processus, moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a ce qui se vit là, qui bouillonne, qui est là, hein, et qui va à un moment donné être prêt à sortir, et d'un seul coup, ah, tac, ah oui, attends, là maintenant, je suis complètement en connexion avec ce qui se vit en moi, je suis hyper en colère, là, je suis hyper remonté, ou je suis hyper triste, ou je suis comme ça, mais à un moment donné, je sais que en fait, l'autre, il n'est pas responsable de soi, de ça, c'est ma propre responsabilité, et machin, enfin, il y a là, toute la conscience qui fait qu'à un moment donné, je vais pouvoir reprendre comment dire, la maîtrise des choses, en fait, pour pas que, en fait, ça aille sur quelque chose de tragique, et qu'au contraire, en fait, je puisse, que cette énergie-là, qui est juste l'expression des besoins nourris ou non nourris, eh ben, en fait, elle puisse s'exprimer dans une dynamique constructive, on va dire, de lien, en fait. Quand je parle de constructif, c'est vraiment que ça soit au service de la qualité du lien, en fait. Voilà. Et donc, dans ces... Je vous montre parce que je trouve ça très chouette. Voilà, dans les oreilles girafes, là, c'est contre moi, contre l'autre. Et voilà, à partir du moment où là, je prends des girafes, donc en fait, je prends des oreilles girafes, donc là, je sais que tout ce que me dit l'autre, c'est ce qu'il traverse, c'est pas contre moi. En fait, il parle de lui, il parle pas de moi. Et moi, en fait, là, je suis là et je lui offre tout l'espace pour qu'à un moment donné, il puisse vider tout cette intensité qu'il est en train de traverser. Et qui, en fait, si on laisse s'exprimer, mais en fait, va lui permettre de retrouver les ressources et peut-être même va exprimer quelque chose qui est hyper précieux, en fait. Alors tout ça, bien sûr, c'est quelque chose qui... Voilà, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis à fond là-dedans et que je galère aussi au quotidien, hein. Mais que je vois quand même à quel point, en fait, ça s'est amélioré et à quel point, en fait, je me sens hyper en lien avec mon fils, en fait. Même si des fois, ça m'arrive encore de dire des choses où je me dis, oh, n'importe quoi là, je l'ai culpabilisé à fond. Et donc, quand j'en prends conscience, j'essaye d'y revenir. En fait, tu sais, l'autre fois, quand je t'ai dit ça, en fait, c'est qu'il voilà, il s'est passé ça en moi et en fait, je te l'ai exprimé comme ça, mais en fait, je veux juste te dire qu'en fait, c'est pour rien. Et que moi, sur le moment, voilà, j'ai trouvé d'autres mots, mais je suis désolé parce qu'en fait, j'aurais vraiment voulu agir autrement, en fait. Rien que ça, en fait, ça vient réparer et restaurer et retisser le lien, en fait. Oui, oui, ça demande un gros travail sur soi. Sûr, hein, de vraiment être en connexion avec ce qu'on ressent et pouvoir le décrypter. Et ça, c'est sûr. Mais voilà, ça demande un gros travail sur soi. Donc, mais voilà, les résultats, enfin, ce qui se vit, pas forcément les résultats, mais ce qui se vit, en fait, ça en vaut vraiment la peine. En tout cas, c'est mon avis, ce que je vis. Travail d'acceptation de ses propres émotions. En fait, comment on peut accueillir les émotions de l'autre si on n'est pas capable d'accueillir ses propres émotions, en fait. En général, quand on ne supporte pas euh, d'entendre un enfant pleurer, c'est que soi-même, peut-être, on s'autorise pas du tout à pleurer. Ou peut-être on nous a interdit de pleurer, ou je sais pas. Voilà. Et après, je ne veux pas rentrer dans la psychologie de comptoir, mais en tout cas, voilà, il y a des liens comme ça, hein. Si moi, je me coupe de ma colère, je suis pas capable d'accueillir ma colère, en fait, comment je peux accueillir la colère de mon enfant là, qui d'un seul coup explose et d'une intensité de ouf. Forcément, si moi, je n'ai pas dompté ma colère, si je suis pas allé la voir,
ça va rentrer en résonance et ça va me mettre en colère peut-être encore plus que lui, quoi. Donc, donc ce cas de girafe, en fait, ça amène vraiment bien sûr un travail sur soi et en fait comment dire, vraiment ça amène sur une vision en fait du monde, une vision de l'homme en fait, de l'homme, l'humain, je veux dire, de l'être humain, euh, où en fait nous on a grandi dans une société, on va appeler ça un paradigme qu'on pourrait voilà mettre peut-être donner une connotation chacale, où en fait on part du principe qu'en fait le petit homme quand il arrive sur Terre, en fait, il sait pas ce qui est bon, il sait pas ce qui est mauvais, il sait pas ce qui est bien, il sait pas ce qui est mal. Et donc, il va falloir qu'on l'éduque à ça, pour qu'on lui apprenne. Euh, Excusez-moi, là, je vois une question. Ça voudrait dire qu'on peut au final accueillir la colère de l'autre si on est capable d'accueillir la sienne. En tout cas, ça aide. En tout cas, dans mon expérience, moi, ça m'a vraiment aidé d'aller voilà, explorer ma colère jusqu'au bout, dans un cadre sécure, bien sûr, entouré, où en fait j'ai pu l'exprimer dans un cadre voilà, qui faisait du mal à personne parce que c'était un cadre qui était fait pour ça. Et d'aller jusqu'au bout de ça, oui, forcément, mon fils, là, il pourrait témoigner que, en fait, à partir du moment où du jour au lendemain, quand j'ai fait ce processus, en fait, j'ai pas du tout vécu, plus du tout vécu ma colère de la même manière, et donc j'ai plus du tout vécu la sienne non plus de la même manière. Donc voilà, l'être humain, il sait pas ce qui est bon, il sait pas ce qui est bien, ce qui est mal quand il arrive sur Terre, et donc il faut lui expliquer, il faut l'éduquer. Et donc, pour lui faire reconnaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et ben, en fait, on a un système qui est rodé. C'est quand tu fais quelque chose de bien, je te récompense, et puis quand tu fais quelque chose de mal, je te punis. Donc, en fait, on apprend comme ça, ben, ça c'est bien, ça c'est mal. Euh, ben, ça veut dire qu'en fait, on amène en fait une autorité de l'extérieur. On apprend à l'enfant à ce moment-là que en fait, l'autorité, elle vient de l'extérieur. Euh, En fait, il n'y a pas forcément le choix, voilà, que ça fait quelque chose de très duel, en fait. Et donc ça, forcément, ça amène à un mode de société, en fait, qui est basé sur la domination, sur la compétition, sur le système pyramidal, qui vient nourrir encore plus, voilà, on est dans un espèce de cercle qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que si on croit à ça, et si ça nous va, ça, ben, ça marche très bien, ça marche depuis des milliers d'années. Où en fait, on éduque par la punition, la récompense, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En fait, dans la CNV, là, avec son système girafe, bien sûr, c'est pas que la CNV, il y a plein d'autres approches qui vont là-dedans, hein. Euh, mais ça a été là, comme tel que c'est modélisé, en fait, le point de départ, le postulat de départ, alors qu'avant c'était on ne sait pas ce qui est le petit bébé, il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Là, le petit enfant, en fait, on part du fait qu'en fait, son besoin, par-dessus tout, ce qu'il aime faire, c'est contribuer à la vie. Mais il aime le faire à partir du moment où il est libre de le faire. Et là, on voit plein de fois où, en fait, les enfants, ils montrent vraiment de l'empathie, ils sont là où ils vont trouver... enfin, en tout cas, là, c'est vraiment ça. C'est que le besoin fondamental, en fait, c'est cette envie de contribuer à ce que l'autre il aille bien, de contribuer à ce que moi j'aille bien, et surtout d'être libre de le faire, c'est-à-dire de le faire à la manière que moi je sens que. Donc ça, en fait, ça va amener en fait à une toute autre éducation où en fait l'éducation en fait elle va chercher à mettre en lien l'enfant avec bah, ses propres besoins en fait. Qu'est-ce qu'il ressent, ses émotions et puisqu'on part du principe qu'en fait tout ce qui va traverser en fait derrière en fait il y a ce besoin de contribution.
euh, en étant libre. Donc là, on arrive dans un système où ben, voilà, il y a de l'écoute, où en fait l'enfant il a sa propre boussole intérieure, euh, on développe l'empathie, la responsabilité aussi. Si la boussole elle est à l'intérieur, ça veut dire qu'on prend sa propre responsabilité. Alors que dans l'autre système, vu que comment dire, l'autorité vient de l'extérieur, en fait, on très vite arriver dans un déni de responsabilité. Avec des choses très, très tragiques à grande échelle, des fois. C'était Hannah Arendt qui en parlait là, dans les procès de Nuremberg. Et comment, en fait, avec ce déni de responsabilité, on peut en arriver aussi à faire des choses qui on se détache totalement et on est en déni de responsabilité. Et donc, en fait, ce système-là, basé sur ce postulat, en fait, ça amène ensuite à des systèmes où il y a de l'interdépendance, où il y a de la coopération, où voilà, il y a comment dire, des systèmes d'organisation en cercle, enfin, tout ce qui est proposé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment deux visions, en fait, deux visions de l'humain qui amènent à deux visions du monde et qui amènent aussi à carrément à, à construire des choses très différentes. Donc voilà, par rapport à ça, moi, c'est ça aussi qui me passionne dans la CND, c'est que ouais, j'ai l'impression que qu'en apportant ça, cette conscience, bah, en fait, ça participe en travaillant sur la relation et sur cette confiance que l'autre, en fait, il a envie de contribuer à la vie. Et si on laisse faire les choses, bah, en fait, c'est ça qui va se vivre. Et d'un seul coup, on change aussi le monde parce que c'est lié, en fait. On change le monde. On participe à ça, en tout cas. Moi, j'ai un exemple très concret, hein. Je me souviens, à un moment donné, j'étais pas mal débordé et je me prenais la tête avec mon fils parce que je lui demandais de mettre la table et à chaque fois, il fallait que je lui redise et à chaque fois, c'était compliqué. Puis j'avais tellement envie qu'à un moment donné, ça vienne de lui et je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, bah, j'ai fait stage de saluer. Ah, c'est comme ce qui s'est passé là. Et donc, je suis revenu à la maison et je lui dis, écoute, ami, là, je suis débordé, j'arrive pas à tout faire. En plus, on est deux dans cette maison, et du coup, je crois que j'aurais vraiment besoin de soutien. Alors voilà toute la liste des choses qu'il faut faire. Parce que toi, là-dedans, il y a quelque chose qui t'animerait, que tu aurais envie de faire. Ah bah ouais, moi, ça me plairait trop de cuisiner. Ah ouais, d'accord. Bon, bah en fait, au lieu de mettre la table, régulièrement, il a fait le repas derrière. Et finalement, ça m'aidait encore plus. Et lui, il était tellement joyeux de le faire. Donc voilà, si vous voulez réagir, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je veux bien avoir un peu de vos retours. Du coup, voilà, ça m'amène à... Ah, il y a des personnes qui sont en train d'écrire, donc je vais attendre un petit peu avant de passer à la suite. J'accompagne des familles qui n'ont pas accès à la connaissance d'eux-mêmes et sont très vulnérables. Oui, et bien sûr, mais voilà, la conscience, ça mène petit à petit et des fois, ouais, il y a une part d'éducation aussi, hein, bien sûr. Les enfants ont besoin aussi que l'on pose un cadre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pas du tout dans l'idée d'une, comment dire, un truc laxiste où on laisse tout faire. C'est vraiment une espèce de... L'idée là-dedans, c'est qu'à un moment donné, bah, moi j'ai des besoins en tant que personne, en tant que papa, en tant que... Voilà. Puis mon fils, il a des besoins aussi. Et qu'à un moment donné, plutôt que d'être dans le fait de poser un cadre de manière euh, verticale, on va dire, en disant c'est comme ça que ça se passe et tout, bah, à un moment donné, il y a alors, bien sûr, ça dépend de l'âge des enfants, hein, bien sûr. Mais il y a, euh, il y a en tout cas une prise en compte des besoins de l'enfant aussi qui sont hyper importants, avec la confiance qu'à un moment donné, s'il se met en colère, s'il pleure, bah, en fait, il y a quelque chose
qui est pas OK pour lui, et il fait pas ça pour nous embêter, et c'est pas en rappelant le cadre et en disant qu'on va retisser. C'est vraiment cette idée là de Marshall Rosenberg qui disait souvent, en fait, il disait connect before correct, avec mon super accent d'anglais. En gros, euh, oui, bien sûr, le cadre il est hyper important, mais ce qui est encore de plus important, c'est la connexion. Un cadre sans connexion, en fait, c'est du combat perpétuel, permanent. Si à un moment donné, il y a de la connexion, bah oui, on pose le cadre, mais c'est vécu d'une manière complètement autre, parce qu'en fait, ça prend en compte chacun vit, en fait. J'imagine qu'il faut de l'entraînement, prendre des nouvelles habitudes. Mais bien sûr, c'est vraiment un chemin où on fait des tout petits pas, hein. Des tout petits pas. La CNV a quand même des limites lorsqu'on s'adresse à des jeunes enfants qui ne savent ou peuvent pas exprimer leurs besoins. Bien sûr, si on prend le cas comment dire, il y a comment dire, en cas de conflit, en cas voilà, dans la crise, forcément, on ne va pas pouvoir le régler comme ça par de la discussion et tout ça, mais, mais en prenant en compte le besoin. J'ai un exemple qui me vient là. Euh, un petit enfant qui commence à marcher ou qui commence à aller à quatre pattes, et à un moment donné, c'est insupportable parce que là, il vient sur le placard et puis il démonte tout, et puis là, il touche un truc, ah, puis là, il se met en danger, ah, puis voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on met en place en fait? Est-ce qu'à un moment donné, à chaque fois qu'il s'écarte un peu plus, on le ramène? Est-ce qu'on le met dans un parc? Est-ce qu'on l'attache? Je fais exprès d'être un peu comme ça. Ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah, en fait, un enfant à cet âge-là, en fait, il a besoin de découvrir le monde, et en fait, c'est hyper important pour sa construction, même future. On parlait des réflexes archaïques et tout ça. Euh, voilà, d'aller explorer, d'aller faire tout ça. Et donc, à un moment donné, le choix aussi, ça peut être, eh ben, sur un espace donné, aménager l'espace pour qu'en fait, l'enfant il puisse explorer. Et donc, et on lui permet de nourrir son besoin. Et en même temps, nous, ben, il y a un besoin de sécurité, forcément. On n'a pas envie qu'il se fasse mal. On a un besoin ouais, surtout un besoin de sécurité, j'imagine. Mais ben, voilà comment on peut aménager pour faire du et, en fait. Voilà, après, là, il y a toute la créativité possible, en fait. Bien sûr. Et bien sûr, c'est pas un truc qui se gère dans la crise, en fait. Dans la crise, oui, effectivement, c'est toujours difficile. Et comment, en fait, à un moment donné, les moments de crise, on s'en sert pour voilà, y réfléchir et voir, ben, identifier en fait les besoins, même si l'enfant, forcément, il ne peut pas l'exprimer avec des mots. Je sais pas si ça va. J'ai donné des idées pour ça. Je vais essayer de proposer des solutions à votre angle de vue. Je vais essayer d'écouter encore plus et d'accueillir la souffrance de l'autre, prendre vraiment de ce temps. Pourtant, est-ce que la seule écoute est suffisante, ou bien est-ce qu'à un moment donné, en ayant laissé passer du temps, il ne serait pas intéressant de proposer un partage pour donner un point de vue qui peut aider l'autre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, moi, je parle de l'écoute, et c'est pas juste, je vous dis pas juste on est là, on écoute et puis on fait plus rien d'autre. Je dis juste qu'en fait, l'écoute, cette posture d'écoute que j'essaie de vous parler tout à l'heure, pour moi, elle est fondamentale, elle est hyper importante parce que c'est le point de départ. C'est là où nous, quand on vit des situations qui sont compliquées, qui sont pas agréables, etc., en fait, on a un levier pour essayer d'amener une transformation, en fait. C'est là où on a un pouvoir d'agir, en fait. Sans que ce soit un pouvoir sûr, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui vient euh, de manière verticale imposer quelque chose, et sans non plus être dans du laxisme où on se laisse complètement déborder et tout ça. Comment, à un moment donné, voilà, je peux enclencher quelque chose. De mon expérience, moi, c'est vraiment c'est ce moment où on peut offrir cet espace. Et qu'à partir de là, on voit quel chemin ça prend. Mais, avec la confiance qu'à chaque fois, en fait, c'est des besoins qui s'expriment, et, des besoins chez moi et des besoins chez l'autre. Et que souvent, dans un premier temps, on les envisage en confrontation. Et à partir du moment où on écoute les besoins de chacun, et ben, c'est comme s'il y a une danse qui se fait, et d'un seul coup, il y a des solutions qui émergent pour en fait prendre en compte à la fois les besoins de l'autre et à la fois ses propres besoins.
C'est du et à la place du ou. Et bien sûr, l'envie de consoler, etc. Ça, c'est sûr, hein, c'est des actions un peu automatiques. Quelqu'un qui parle d'un livre de Patty Whitfler et Touchachant, écoute, justement. Un livre qui m'a énormément éclairé. Comment rester connecté à son enfant, même dans la crise, c'est la clé. Voilà, moi je pense que c'est la clé. Je ne connais pas ce livre, mais voilà, bien sûr, la CNV apporte un éclairage là-dessus, mais il y a plein d'autres approches qui donnent des clés. Et à chaque fois, voilà, c'est l'écoute. L'écoute, comment en fait on réintroduit l'écoute, de la connexion. Les enfants non verbaux, je trouve que c'est compliqué car ils ne peuvent pas exprimer clairement, mais ils sont super sensibles et nous décryptent énormément. Exprimer ce qu'on ressent facilite l'échange avec eux. Je l'expérimente avec ma fille et c'est aidant, même si elle ne s'exprime pas. Même si elle n'exprime pas. Ouais. Bien sûr, il y a l'idéal et puis après, ben, on fait avec la réalité de chacun et voilà. Euh, Et avec cette conscience que voilà, s'il y a cet espace d'écoute, c'est le point de départ. Et ensuite, je pense qu'il y a ouais, avec des enfants non verbaux, on fait du tâtonnement jusqu'à trouver la bonne réponse supposée. Eh ben oui, c'est sûr, hein. C'est sûr, mais ouais, s'il y a cette conscience des besoins, cette conscience de l'importance d'être accueilli et d'être entendu, voilà, il y a d'autres moyens aussi d'apporter de l'écoute. euh, Sans, du coup, peut-être juste de l'écoute sans apporter une solution derrière, en fait. Et là, en fait, de l'écoute, c'est pas forcément de l'écoute verbale, hein, ça peut être aussi un accueil dans les bras, ça peut être juste un moment en silence, juste comme ça, sans rien dire. Il y a un petit livre, je sais plus comment ça s'appelle, là, un livre, si je le retrouve, je le mettrai aussi dans le chat, ou dans le mail qu'on enverra. C'est c'est un petit enfant qui est là, qui fait construire un château, je crois, avec des cartes, je sais pas trop quoi, puis il y a le coup de vent, puis fou, il y a tout qui se balaye, alors là, il est dans tous ses états. Puis il y a des animaux qui viennent le voir les uns après les autres, et puis alors il y en a un qui cherche à le consoler, il y en a un autre qui lui dit ah mais attends, on va le refaire, ah, enfin ils apportent tous des solutions. Puis en fait l'enfant on voit que sa colère elle grandit, elle grandit, elle grandit. Puis à un moment donné il y a un petit lapin, il arrive, puis il voit l'enfant comme ça, puis en fait juste il s'assoit à côté de lui, et puis il reste là comme ça à côté de lui, juste en silence. Ça dure comme ça, puis en fait juste cette présence en fait que sans mots, en fait dans le livre à un moment donné l'enfant on voit qu'il a oh, il rumine, il rumine, il rumine, et puis d'un seul coup tac ça se, ça se dissipe et là poum il y a plein d'idées et il se remet à retrouve l'élan de construire son château, un truc encore plus grand machin tout ça. Et c'est vraiment cette présence en fait. Quand on est tout seul, on tourne en rond dans nos ruminations. Quand l'autre nous apporte des solutions, ça nous emmène encore plus loin dans l'intensité de ce qu'on vit. Et donc, à un moment donné, voilà, cette présence. C'est-à-dire que là, en fait, il y a quelque chose qui se perd juste dans l'offre, fait d'offrir sa présence. Je pense qu'avec des enfants non verbaux, je dirais, mais à mon avis, ça peut être une clé aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Avec mon enfant, j'y arrive, mais avec un adulte, quand je suis submergé, comment réussir à écouter l'autre sans rester auto-centré? Ah bah oui, si la coupe est pleine, on ne peut pas écouter l'autre. Juste, donc, l'adulte en face, il est peut-être capable de comprendre, de se dire, écoute là, euh, euh, je ne suis pas dans les bonnes conditions, là, ça va monter en escalade, donc laisse-moi 5 minutes là que je respire, ou si tu veux, on en reparle demain quand ça sera retombé. Voilà. On peut différer, hein. Si on n'est pas, la personne, elle sera plus reconnaissante, j'imagine, d'avoir quelqu'un en face qui dit, écoute, là, je suis désolé, j'aimerais vraiment pouvoir t'écouter, mais j'ai pas les ressources. Et pourtant, c'est hyper important pour moi de t'écouter. Donc, je veux bien qu'on diffère un peu. Et là, au moins, j'aurai vraiment les ressources pour ça, en fait. Du coup, ça m'amène un peu à cette conclusion qui me paraît
enfin, pas une conclusion, c'est même plus un point de départ. En tout cas, quelque chose qui est là à travers, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'en fait, c'est quoi notre intention à chaque instant, en fait? D'amener cette conscience comme un regard toujours sur, ben, en fait, là, c'est quoi mon intention et est-ce que je suis en train de mettre en œuvre? Est-ce que ça, au service de cette intention? Et, l'intention de la CNV, c'est vraiment de créer une qualité de connexion, qualité de lien. Et, d'amener une relation où en fait les deux parties en fait elles vont être prises en compte à égalité. Les besoins de l'autre, les besoins de l'un et les besoins de l'autre sont aussi importants et on a la confiance qu'on va pouvoir nourrir les deux. C'est pas un combat en disant mes besoins sont plus importants. Non, c'est les miens, non, c'est les miens, non, c'est les miens. C'est le connect before correct que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça n'empêche pas, par exemple, dans la CNV, on parle aussi de l'usage protecteur de la force, qui est différent de l'usage punitif de la force. C'est-à-dire qu'un enfant qui court et qui va, il y a le ballon qui passe au milieu de la rue, l'enfant il part en courant pour aller chercher son ballon et nous on est là, et ben on a le droit, peut-être le devoir même, de choper le gamin avant qu'il aille se mettre en danger en fait. Parce que là en fait c'est un usage protecteur l'usage de la force, un usage de la force ou du physique, mais qui est pour protéger la vie en fait. Et c'est très différent d'un usage où l'exemple là, par exemple, le ballon il va sur la rue, l'enfant il est omnibilé par son ballon, il part en courant et là il y a une voiture qui arrive, ou pas, mais en tout cas, il y a une voiture qui arrive et là on chope l'enfant. On se retrouve avec l'enfant. Là, il y a deux solutions en fait. Soit en fait on se connecte à l'enfant et on peut reconnaître à un moment donné comment dire, le fait qu'il avait il était omnibulé par son ballon. On peut parler que nous, on a eu hyper peur et qu'en fait, parce que là, il y avait la voiture et que voilà, on peut parler des conséquences. Là, en fait, il y a un vrai lien qui se crée, quoi. Et puis, là, versus, on chope l'enfant. Non, mais ça va pas à la tête. T'as vu ce que t'as fait? Non, mais t'es complètement dingue. Voilà. Et en fait, là, c'est juste on, on, on lui redonne toute notre intensité d'émotion, là. On lui déballe ça comme ça. Et en fait, ça, c'est pas. Ça nourrit pas le lien. Je suis pas sûr qu'au niveau de l'éducation, en fait, ça fasse quelque chose. Et en fait, on prend en considération ses propres besoins qui sont légitimes, hein, tous les besoins sont légitimes, de sécurité, voilà. Mais sans prendre en compte aussi ce qui s'est passé chez l'enfant, en fait. Et que utiliser des fois la CNV sans cette intention de connexion, ben, tout de suite, la personne en face va être en rejet complet, ça peut s'apparenter à de la manipulation, à tout ça. Donc c'est toujours en lien avec qu'est-ce qui se passe en moi maintenant, qu'est-ce qui se passe en l'autre maintenant et comment on se connecte. Et à partir du moment où il y a cette connexion, et ben là, effectivement, on pose le cadre, on, on se raconte c'est ce qu'on vit, on prend des décisions, voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter ce matin, comme une sorte un peu d'introduction à la CNV, et puis et tout en mettant vraiment l'accent sur ce côté de l'écoute. En général, quand on parle de CNV, on voit tout de suite, pour ceux qui peut-être ont lu des livres ou ont fait quelques stages, on parle tout de suite de OSBD, là, observation, sentiment, besoin, demande, et on apprend direct à faire oui, quand il se passe ça, je me sens comme ça, parce que j'ai besoin d'eux. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça? Et en fait, voilà, c'est une structure en fait de pensée qui est hyper importante. Voilà, mais s'il n'y a pas cette intention, j'ai parlé à la fin là, en fait, ça pas de la CLV en fait. En tout cas, ça sert pas à la connexion.
Et c'est pour ça que je vous ai pas parlé, je vous ai pas fait une présentation de la CNV sous cet angle-là. J'ai vraiment eu l'envie de vous parler de la CNV à travers justement tout ce qui joue dans ce point de départ où nous, on peut avoir un pouvoir de transformation des choses et l'écoute. Et donc justement cette connexion, cette intention de connexion. Voilà, tout ça, moi je l'ai vécu vraiment justement dans ma traversée avec mon fils et ça a été des petits pas, ça a été des prises de conscience successives, ça a été voilà, et c'est pas voilà, c'est pas tout rose non plus, et il y a des hauts, des bas, des moments où je suis plus fatigué que d'autres, des moments où j'ai plus de ressources que d'autres, mais en tout cas d'avoir cette conscience en fait, ça permet même quand on n'a pas agi du mieux qu'on aurait voulu, enfin, d'y revenir en fait. Et ça me paraît hyper important. D'y revenir et d'en parler en fait, de poser les choses. Voilà un peu la présentation. Alors du coup, euh, comme vous disait Camille tout à l'heure, il y a un questionnaire qui va être envoyé. Si vous voulez aller plus loin, le recevoir, etc., vous pouvez mettre dans le chat vos coordonnées, peut-être votre mail, et puis comme ça on pourra l'envoyer. Je pourrais vous envoyer aussi le texte. Je pourrais peut-être les 2 schémas aussi que je pourrais vous envoyer. Euh, donc n'hésitez pas si vous avez l'élan. Euh, du coup, je vous présente aussi un petit peu ce que moi je propose euh, voilà, pour qu'on puisse voir ensuite dans le futur si on veut construire quelque chose ensemble. Euh, du coup, en fait, moi je propose des formations. J'en ai une qui commence d'ailleurs, c'est les gens qui sont disponibles et qui ont l'élan. Il y a encore des places. Ça commence demain. C'est en Creuse. C'est trop petit pour que vous voyez, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça. C'est comment prendre soin des relations au sein de la famille en s'inspirant de la communication non violente. C'est sur 2 jours et demi, donc lundi, mardi et mercredi matin. Ça se passe à Clunia, dans la ferme Les Jardins de Gaïa. Ce sera hyper convivial. On est chez Alice et Arnaud. Ça va être en mode hyper cocooning. Euh, voilà. Ça coûte 100 euros pour les 2 jours et demi. C'est vraiment un tarif pour dire allez, venez essayer. Euh, voilà. Donc il y a des formations comme ça qui peuvent se faire donc, un peu à la carte, soit sur plusieurs jours, soit ça peut être aussi quelque chose de régulier sur une période donnée. Ensuite, je propose des médiations aussi. Alors ça peut être au sein de la famille quand vraiment il y a une situation qui est un peu compliquée. Voilà, c'est un processus qui dure souvent sur 2, 3 mois. Donc l'idée, c'est d'apporter justement des séances d'écoute à chaque personne de la famille, enfants et parents. Voilà, et qu'à partir de cette écoute et quand chacun a pu justement vider sa coupe, on puisse retrouver de la connexion. Et à partir de là, en fait, dans mon expérience, dans les expériences que j'ai eues, c'est que moi, ce que j'apporte, moi, vraiment, c'est cette connexion, euh, cette connexion voilà, profonde, à partir de laquelle, en fait, il y a des solutions qui émergent. Moi, je ne suis pas dans la recherche de solutions, je suis vraiment dans cette reconnexion. Euh, et, et voilà, à chaque fois, on voit que bah, les solutions émergent au fil du temps ensuite. Euh, voilà, donc ça, c'est les médiations. Ça peut être aussi des médiations entre personnes, couple ou voilà, à 2 personnes. Et c'est le même système. Il y a toujours une écoute individuelle et ensuite du temps en commun. Et ensuite, il y a les accompagnements individuels, où là, en fait, ça peut être quand on traverse des choses dans la vie qu'on n'arrive pas, qu'on a du mal à surmonter, ou des épreuves, ou ça peut être aussi quand on a envie quand on vit quelque chose de pas agréable dans une relation et que en fait la personne en face n'est pas forcément prête à faire une médiation.
à ce moment-là, l'accompagnement, il est intéressant parce qu'on peut faire des jeux de rôle, on peut travailler aussi sur bah, qu'est-ce que ça vient jouer en nous et donc euh, amener la possibilité de vivre autrement la relation. Euh, voilà. Après, je suis ouvert à plein de... Si vous avez des idées, si vous avez des propositions, si vous avez des élans, n'hésitez pas à m'en faire part. J'aime bien co-créer. C'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et donc, effectivement, à chaque fois que j'ai proposé des stages, à chaque fois, ça a été différent parce qu'à chaque fois, je me suis adapté, j'ai co-construit avec des personnes qui étaient intéressées. Au mois de juin, je l'ai fait pour les éducateurs de l'école Montessori, là, de Boussac-Bourg, d'une autre école Montessori. La celle de demain, là, c'est deux couples de parents qui m'ont dit, allez, on aimerait bien faire quelque chose. Donc, on a créé le stage, j'ai créé le stage avec eux. Et du coup, on l'a proposé ensuite à d'autres personnes. Donc voilà, un petit peu. Je veux dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre un petit temps de questions, si vous voulez. Alors oui, il y a la question, comment on peut savoir ce que je propose? Eh bien, il y a un numéro de téléphone. Je crois que je peux faire un truc comme ça. Partager l'écran. Mais ça, par exemple. Vous pouvez me dire là si ça a changé quelque chose. Ça, c'est le petit flyer du stage, mais c'est pour que dessus, vous avez mes coordonnées. Donc, vous voyez qu'il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail, et puis sur Facebook, ma page, c'est l'oreille affûtée. Je vous ai mis le lien du questionnaire dans le chat. Et, et de toute façon, nous, on fera le lien avec Fabien s'il y a des demandes directes. Hein. Je vous envoyer par mail et tout ça. Super. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient réagir, poser des questions? Soit à l'oral, et à ce moment-là, peut-être ouvrir votre micro et puis parler par le chat. Je ne vois pas le lien du questionnaire. Si jamais vous n'arrivez pas à télécharger le questionnaire, je vous propose de mettre votre mail dans le chat et on vous l'enverra par mail. Je vois pas de questions. Je vois qu'il y a des personnes qui remercient et qui quittent. Du coup, c'est vrai que il va bientôt être midi. Merci beaucoup pour la présentation et merci pour l'organisation. Moi aussi, je tiens vraiment à remercier l'association Les Ronds dans les Carrés et toi, Camille, parce que là, ça m'a permis de faire cette conférence que je pense pas que j'aurais pris l'initiative de le faire tout seul. Et, voilà, je trouve ça super chouette ce que vous faites et voilà, si on peut proposer des choses derrière qui amènent un peu voilà, de- d'apaisement. Mm. Merci à toi d'avoir proposé un truc qui soit aussi personnel et en même temps tellement plus facile de s'imaginer dans la vraie vie en fait. C'était pas de la théorie quoi, c'était du réel et ça c'était vraiment intéressant. Ce qui m'a plu dans nos échanges jusqu'ici. Ouais. Oui, voilà, c'est une sorte de théorie incarnée parce que je l'ai traversée en fait. Et c'est vrai que je tenais vraiment à le présenter comme ça parce que sur la théorie, on peut se dire ouais, c'est bien beau tout ça, mais voilà, moi, par rapport à vraiment sur ce thème de la relation avec mon fils et puis bien sûr tout autour, hein, plein d'autres choses de moi à moi aussi, mais ça
transformer les choses, quoi. Voilà. Mm. Bon, bah, super. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Très Merci bon. à tous d'être là. Je sais pas là, il y a 63 personnes. Je sais pas jusqu'à combien on est monté, parce qu'il y a des gens qui ont quitté, mais en tout cas, peut-être 63, c'est le nombre. Mm. C'est à 63 personnes. Waouh, c'est Ouais, c'est chouette. chouette. Ouais. Donc à bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. On fera des choses ensemble. Ça marche. À bientôt. À bientôt.